Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vois que je suis devant l'écran, alors en fait, je vais bouger. Ça va aller. Bon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autisme et on va répondre à la question comment on intègre une personne autiste en entreprise. Pour faire ça, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est l'autisme. Je vais vous parler des caractéristiques majeures, celles qui peuvent servir au diagnostic, et les caractéristiques annexes qu'on retrouve chez beaucoup de personnes, mais qui ne servent pas forcément au diagnostic. Et après, je vais vous parler des astuces qui, selon moi, vont vous permettre d'intégrer au mieux une personne autiste en entreprise. Pour moi, c'est pas une liste exhaustive des astuces de ce qui fait fonctionner une personne en entreprise, c'est ce qui est le plus simple, le plus évident et le plus efficace pour moi pour mieux comprendre et pour mieux agir pour l'intégration. Et je vais aussi essayer de vous mettre à leur place, leur expliquer pourquoi il faut faire ces choses-là, vous expliquer le point de vue de la personne autiste et comment il perçoit le monde et les interactions. Voilà. Alors d'abord, je vais vous parler quand même de qui je suis. Moi, je suis développeuse depuis un peu plus de 6 ans, full stack, avec des appétences particulières sur l'accessibilité. Je suis aussi membre de Shodo, une ESN orientée craft, qui est super chouette, qui fait un gros travail sur la justice sociale au sein de l'entreprise. Il y a des actions en interne comme une grille de salaire transparente. Vous pouvez aller sur le Showmulateur en ligne, une assemblée non mixte pour faire avancer les droits des femmes dans l'entreprise. Et par exemple, on a des congés menstruels chez Shodo. Je suis aussi membre pas encore active de l'association Compositech, qui est une association militante pour les femmes et les personnes non binaires de la tech. Et membre active de l'association Yeso, qui est une association qui lutte pour rendre le monde de la tech plus équitable entre les hommes et les femmes, et en donnant ou redonnant confiance aux femmes qui sont dans la tech ou qui entrent dans la tech par le mentorat, des formations, des meet-up, et on met en place aussi pas mal d'actions concrètes. Comme par exemple, il y a un réseau de rôle modèle dont je fais partie, c'est difficile, j'arrive pas à l'intégrer, mais et de mentorat, et ça aussi j'en fais partie. Et on fait aussi des ateliers en entreprise, dans les écoles, pour sensibiliser et pour mettre en place des vraies actions. À première vue, tout ça n'a pas grand-chose à voir avec l'autisme, mais en même temps, si. Parce que moi, quand je suis rentrée dans la tech, j'ai eu l'impression d'avoir un taux vachement plus important de personnes sur le spectre, ou au moins neuroatypiques. Et du coup, il y a un moment où ça m'a paru comme une évidence de parler de ces choses-là. Et ce dont je vais vous parler, il y a aussi des sujets d'intersection qui sont assez intéressants sur ce qui se passe pour les personnes qui cumulent plusieurs choses, comme la neuroatypie, le fait d'être racisé, le fait d'être une femme dans la tech ou une personne LGBT. C'est des sujets qui sont très, très intéressants à étudier. Et ce talk-là, je ne le fais pas en tant que personne autiste, parce que je ne suis pas diagnostiquée, pas encore. Mais ce que je dis, c'est que j'ai des caractéristiques qui sont communes avec celles de l'autisme, et du coup, toutes les recherches que j'ai faites m'ont beaucoup aidé à pouvoir fonctionner en entreprise. Et pour pouvoir faire ce talk, j'ai quand même rebouclé avec des psys qui ont relu tout ce que j'ai fait pour ce talk, et des personnes autistes pour vérifier qu'elles se sentaient représentées dans ce que je disais. Alors d'abord, l'autisme, qu'est-ce que c'est ? On parle de neurodiversité, on parle de spectre de l'autisme. On parle de spectre parce qu'il y a plein de caractéristiques qui sont à différents niveaux. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a autant d'autistes que d'autisme, et c'est une phrase qu'on entend souvent. Et donc dans l'autisme, on a plusieurs caractéristiques qui servent au diagnostic. On parle de dyade autistique parce qu'il y a 2 grands thèmes, mais je vous ai découpé les choses pour essayer d'être un peu plus explicite. Donc, dans ces caractéristiques, on a les troubles de la communication verbale et non verbale. Dans les exemples, un exemple verbal, c'est ne pas savoir trouver sa place dans une conversation, ne pas savoir quand parler, de quoi parler, ne pas savoir quand est-ce qu'on a le droit d'interrompre et quand est-ce que c'est vraiment très mal poli, avoir des difficultés avec les différents codes sociaux, le small talk, savoir qu'il ne faudrait pas jamais répondre non à ça va. Est-ce que ça, tout le monde l'avait ? C'est bien ce que... Moi, je l'ai appris à la dure.
et avoir aussi pas mal de problèmes avec les significations des expressions imagées. Par exemple, est-ce que vous avez vu des cordes tomber? Bref. En exemple non verbal, on va avoir trop ou pas assez de contact visuel. C'est ne pas comprendre comment on regarde suffisamment une personne dans les yeux pour que ce soit socialement acceptable, mais pas trop non plus pour que ce soit pas gênant. On va avoir aussi des difficultés d'interaction sociale, donc des difficultés à adapter son comportement en fonction du contexte. Il paraît qu'il ne faut pas se comporter pareil avec ses collègues, qu'avec ses amis, qu'avec ses parents. Ça, apparemment, c'est super évident, mais pas pour tout le monde. Avoir des difficultés à s'intéresser à la vie de quelqu'un aussi, si ça ne contient pas des éléments de ses intérêts restreints ou spécifiques, ou de ses passions. Des difficultés à comprendre les codes sociaux en place dans un groupe, et surtout à les utiliser. Et aussi, beaucoup de difficultés à comprendre les messages implicites. C'est quelque chose qu'on va retrouver chez beaucoup de personnes autistes, mais aussi chez des personnes neuroatypiques. On va avoir aussi des stéréotypies prononcées et répétitives. Ça, c'est des flappements, des balancements d'avant en arrière, le fait de se gratter, de se toucher les cheveux, d'aligner des crayons, des livres, des objets, etc. On a aussi des intérêts restreints et spécifiques, le mot que je vous ai dit tout à l'heure. C'est une activité qui passionne tellement la personne qu'elle s'adonne à cette activité parfois en oubliant ses besoins vitaux, comme boire, manger, boire du café, faire des câlins au chat. Voilà. Il y a aussi dans ces intérêts restreints, on parle de collectionnite. C'est donc le fait de collectionner les trains, les chevaux, les livres, les figurines, les success-teams, etc. On a aussi un certain nombre de caractéristiques annexes qui sont très courantes chez les personnes autistes, mais elles ne servent pas forcément au diagnostic. Des particularités sensorielles, les hypo et les hypersensibilités au son, à la lumière, au toucher, au goût. On va avoir la prosopagnosie, c'est un nouveau mot à mettre dans votre dictionnaire. C'est le fait de ne pas reconnaître les gens à leur visage. Donc les personnes qui sont prosopagnosiques ont tendance à reconnaître avec la coupe de cheveux, ce qui est très con quand la personne se coupe les cheveux régulièrement, ou la barbe, ou un bouton en particulier sur le visage, ou parfois des tenues, des manières de se déplacer, etc. Il va y avoir aussi une prosodie monotone ou mal maîtrisée. La prosodie, c'est le fait de dynamiser son discours avec le ton de la voix qui se module, le rythme aussi. Et par exemple, quand on pose une question, ça va, vous remarquez que vos phrases vont vers l'aigu. On va aussi avoir des difficultés motrices, une proprioception déficiente, des coordinations un petit peu aléatoires, le fait de se cogner partout, etc. Avoir des raideurs. On trouve assez souvent aussi une posture de tortue, c'est la tête en avant, le dos recourbé comme ça. Putain, j'entends une photo pile à ce moment-là. Pardon. C'est une posture qui est souvent de défense, donc quelqu'un qui a l'impression de recevoir souvent des attaques et qui garde l'habitude d'avoir cette position-là. On va aussi avoir besoin d'une certaine routine pour cadrer ses journées, et ça se retrouve vraiment très communément donc c'est pour ses journées ou sa semaine, et beaucoup de mal à gérer son temps. Donc avoir par exemple comme routine matinale d'avoir 5 ou 6 réveils pour savoir comment se passe la matinée et à quel moment on doit avoir fini de boire le café, à quel moment on doit avoir pris sa douche, être habillé, à quel moment on est censé être parti et à quel moment on est en retard. Un petit mot sur Asperger. C'est un mot qu'on entend souvent. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui reconnaissent l'image là. Ça vient de Rainman. Ça vous parle? Ben justement, Asperger, c'est pas Rainman. Asperger, c'est une partie du spectre on en parle comme d'une partie du spectre de l'autisme. C'est des personnes autistes sans déficience intellectuelle et sans retard de langage. Parfois, c'est doublé avec le haut potentiel intellectuel, donc le fait d'avoir un haut QI, et le fait d'avoir un haut QI permet d'avoir une réflexion plus rapide, qui permet de camoufler ces différentes difficultés par une réflexion rapide, et voilà. Le mot Asperger a été dernièrement supprimé du DSM-5 parce qu'en fait,
on catégorisait en fonction de critères qui étaient vraiment subjectifs. C'était, comme je vous disais, c'était un spectre avec plusieurs caractéristiques, et c'est difficile de dire quelle caractéristique vous met dans la catégorie d'Asperger. Enfin, c'était un peu compliqué. Et en plus de ça, bon, il y a une partie de la population autistique qui n'était pas très contente de savoir que Asperger avait fait des tests pendant la période nazie sur des enfants. Voilà. Mais c'est un terme qui est quand même utilisé par certaines personnes, donc on peut le garder. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler d'autisme à haut niveau de fonctionnement ou de plusieurs types de termes. Je vais répéter plusieurs fois, chaque autiste est différent, c'est un spectre, et on a des caractéristiques différentes présentes à différents niveaux. Ce qu'il y a de bien quand on parle de spectre, c'est qu'on peut parler du fait que c'est invisible, enfin qu'il y a des caractéristiques qui peuvent être invisibles. Parce que pour pouvoir fonctionner dans le monde d'aujourd'hui, eh ben, on doit camoufler parfois nos difficultés. Et pardon, ça m'a déconcentrée. Donc, il y a camoufler parfois nos difficultés au point que ça ne se voit pas, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas présentes. On fait semblant d'être, entre guillemets, normal. L'autisme aussi, ce n'est pas une maladie. On est avec et on n'en guérit pas. Et c'est quelque chose qui ne rend pas notre situation pire au fil du temps. Ça fait juste partie de nous. C'est une neurodiversité. Aujourd'hui, on sait que les causes sont majoritairement génétiques. Donc soit on l'hérite de ses parents, soit c'est une mutation particulière de l'ADN qui se passe pendant la gestation. Et il y a plusieurs causes qui peuvent être prises en ligne de compte. Donc il y a l'alcool, les différents facteurs environnementaux, la pollution, le tabac, et aussi certains médicaments. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un médicament pour l'épilepsie qu'on arrête de donner aux femmes enceintes pour éviter que l'enfant naisse autiste. Bref, on est autiste, on ne le devient pas et on n'en guérit pas. Il y a quelques cas qui existent où ça se développe au très très jeune âge sur les premiers mois, mais c'est extrêmement rare. Et l'autisme, c'est pas un handicap. C'est pas l'autisme qui est le handicap. C'est les différentes caractéristiques de la personne autiste qui peuvent la mettre en situation de handicap. Je vous explique. Par exemple, on est dans un open space, il y a énormément de bruit, et c'est une personne qui a des hypersensibilités au bruit. Et ben vous la mettez en situation de handicap si vous la laissez sans aucune adaptation dans cet endroit-là. Donc si vous lui donnez un casque à réduction de bruit, ou si vous lui permettez de travailler dans un bureau ou d'être en télétravail, et ben elle n'est plus en situation de handicap et elle peut fonctionner correctement pour le travail. Pour moi, le problème, c'est majoritairement une méconnaissance totale du sujet. On a énormément de clichés qui circulent, beaucoup de malentendus qui sont générés, parce qu'il y a aussi des différentes manières de communiquer pour une personne autiste, plutôt du genre factuel, et la plupart des gens, entre guillemets, normaux, ont beaucoup de langage figuré avec beaucoup d'implicite. C'est un petit peu comme une langue maternelle différente, et la personne autiste est parachutée dans le monde et doit réussir à comprendre les codes sociaux de l'endroit comme si c'était un autre pays. Un petit aparté sémantique. La personne autiste, enfin je parle de personne autiste, mais il y a plusieurs termes pour définir une personne autiste. Donc moi j'ai tendance à préférer personne autiste parce que pour moi ça fait partie intégrante de la personne, elle est née avec. Mais il y a aussi d'autres termes qui circulent, personne avec autisme, personne porteuse d'autisme. Ça j'aime pas beaucoup parce que c'est pas un boulet qu'on se traîne, c'est pas un truc, quelqu'un qui nous accompagne, ça fait vraiment partie de nous. Mais personne atteinte d'autisme, ça fait très maladie. Pour moi, c'est plutôt à éviter. On parle aussi de TSA, mais TSA, on parle plutôt c'est des caractéristiques justement de la personne autiste. On parle des troubles du spectre autistique et on parle aussi de SA, du syndrome Asperger, parce qu'il y a toujours des personnes qui se nomment entre elles Aspi quand elles ont été diagnostiquées Asperger. Et donc, bref. Mais pour moi, les choses à retenir, c'est que, en fait, quand vous vous adressez à une personne autiste,
ou qui est touché par son entourage sur ces sujets-là, il faut lui poser la question de comment vous voulez qu'on parle du sujet, de quels mots elle préfère utiliser, et vous vous mettez d'accord. Suite de l'aparté sémantique. Un mot qui n'est pas trop dans mon vocabulaire, mais qui existe quand même, c'est aliste. Une personne aliste, c'est quelqu'un qui n'est pas autiste. Simple. Et moi, je vais plutôt parler de neurotypique et de neuroatypique, parce que c'est un petit peu plus commun dans le langage courant. Les neurotypiques, c'est les personnes qui, justement, correspondent à la norme établie. Je dis bien la norme établie parce que quand même, ils ne sont pas si nombreux que ça. Et les neuroatypiques, qui regroupent l'autisme, le TDA, les troubles 10. Donc, on ne parle plus de troubles 10, on parle de troubles neurodéveloppementaux aujourd'hui, mais pour vulgariser, on parle encore un peu des troubles 10. Les TDI, le haut potentiel intellectuel et plusieurs autres troubles qui existent à côté. On parle de neuroatypie. Autant sur l'autisme, on a quelque chose comme entre 1 et 3% de personnes autistes. Les neuroatypies au sens large, on a 25% de la population. C'est quand même énorme. Vous connaissez forcément des gens neuroatypiques. D'ailleurs, vous connaissez forcément des gens autistes aussi, parce que 1 à 3%, c'est quand même énorme. Encore pour rappel, les caractéristiques que je vais évoquer, c'est des caractéristiques qu'on peut trouver chez les autistes, mais tous les autistes sont différents. Chacune de ces caractéristiques peuvent être présentes à plus ou moins haut niveau. Certains peuvent être présentés à l'extrême et d'autres peuvent être pas présentes. Ça dépend vraiment des gens. Et ce qui va être vrai pour une personne autiste ne va pas l'être pour une autre personne. Donc si jamais vous avez dans votre entreprise une personne qui correspond totalement à ce que je vais vous raconter, ne traitez pas forcément la prochaine personne autiste exactement de la même manière en disant « je sais ce que c'est ». Il faut vraiment s'adapter aux personnes, aux cas, aux besoins, aux caractéristiques. Il est possible que les caractéristiques dont je vous ai parlé là et ceux dont je vais vous parler après, ça vous parle. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes autiste. On diagnostique l'autisme avec un certain nombre de ces caractéristiques et leur intensité. On est tous fatigués après le travail, mais il y a un différent level de fatigue. Une personne autiste, elle va rentrer chez elle, elle peut faire un blackout total pendant 3 heures, il n'y a plus personne qui peut lui parler. Le fait de ne pas les voir aussi, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. On parle de camouflage très souvent. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous vous retrouvez dans certaines de ces caractéristiques, c'est peut-être parce que ces astuces peuvent vous aider et que vous allez pouvoir rendre le monde un peu moins agressif pour tout le monde et pas que pour les personnes autistes ou neuroatypiques. Ce que j'aime bien dire, c'est le terme canari des mines. Est-ce que ça vous parle ? Bon, je vous explique quand même pour ceux qui ne savent pas. Les canaris des mines, c'est les mineurs, quand ils allaient miner dans des caves, je suis en train de faire un gros cliché, mais ils amenaient avec eux un canari et qui chantait. Et quand ils perçaient une poche de gaz, le canari arrêtait de chanter. Et ça montre bien, du coup, ils sortaient très rapidement pour éviter de mourir comme le canari. Donc c'est un petit peu glauque, mais ça montre bien que dans l'entreprise, pour moi, les personnes autistes qui détectent des agressions de l'environnement, c'est des personnes qui détectent des agressions pour tout le monde, en fait. C'est juste que la plupart des gens arrivent à vivre avec et qu'ils ont besoin que ça s'arrête. Et donc si on retire ces agressions, tout le monde va se sentir un peu mieux. On va commencer avec les différentes astuces. Le premier item, comment on met en place les codes sociaux de salutation. À main levée, qui, durant le Covid, était très heureux de ne plus faire la bise? Bon, pour ceux qui ne voient pas, il y a beaucoup de mains qui se sont levées. Dans un nouvel environnement, quand on arrive, il y a des codes sociaux qui sont vraiment spécifiques aux équipes et à l'entreprise où on va. Donc, est-ce que les nouveaux collègues, on leur dit bonjour avec une bise, avec un check, avec un serrage de main, avec un bon gros bourrage d'épaule en mode programmeur? Il faut savoir qu'une caractéristique commune à l'autisme, c'est quand même d'avoir un certain inconfort au contact physique.
Donc, ce n'est pas une généralité, évidemment. Il y a des personnes qui adorent qu'on leur fasse des hugs. Mais vous pouvez commencer par accueillir la personne en disant « Hey, salut, ici, on se dit bonjour en se serrant la main, mais est-ce que tu es confortable avec ça ou est-ce que tu préfères un autre mode de salutation ?» Vous lui passez plusieurs messages à ce moment-là. Vous lui dites comment fonctionne l'entreprise à ce moment-là. Vous lui enseignez un code social, qui est très important et qui est spécifique à votre groupe. Et en même temps, vous lui dites que vous êtes prêt à vous adapter à ses besoins. Et du coup, il aura peut-être plus de facilité à vous exprimer ses besoins. Une petite continuité de la salutation, c'est le consentement tactile. Donc, autant pour certaines personnes autistes, les contacts physiques peuvent être inconfortables, mais ils peuvent être violents aussi pour ces personnes. Vraiment, sérieusement, il y a des personnes qui ont l'impression d'avoir des lames de couteau qui les traversent quand on les touche. Donc, encore une fois, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des personnes qui adorent qu'on leur fasse des hugs. Donc, le plus simple, c'est de lui demander. De la même manière, donc lui demander s'il est assez à l'aise pour que vous exprimiez votre côté tactile, jusqu'à quel point, et surtout, on respecte sa réponse. Hein. Et ce qui est vachement bien, c'est que ce n'est pas obligatoire de faire ça que pour les personnes autistes, c'est valable pour tout le monde. On passe aux stéréotypies. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez un petit peu. La personne qui va faire clic-clic avec son stylo tout le temps, la personne qui va bouger sa jambe parce qu'il est un petit peu stressé, qui va se balancer d'avant en arrière, qui va jouer avec ses cheveux. Ce genre de choses, quand on les fait, vous évacuez quelque chose. Vous évacuez un petit stress. C'est juste, vous avez besoin de bouger, de faire un truc. Les personnes autistes, la différence, c'est que c'est un besoin d'évacuer quelque chose. Il y a énormément de stimuli qui l'attaquent et il y a besoin de l'exprimer, de les sortir, que ce soit du stress, des émotions ou juste l'overload de stimuli. Et si vous ne lui laissez pas l'occasion de le faire, bah, ça peut faire cocotte minute. Donc, au bout d'un moment, il peut exploser. C'est beaucoup plus visible et beaucoup plus fréquent chez les personnes autistes. Et il faut faire... c'est très important de ne pas leur interdire de le faire. Si besoin, vous pouvez lui demander ponctuellement de dévier ces stéréotypies par certains objets qui existent. Je ne sais pas si vous connaissez le fidget cube, par exemple. Eh ben, ça permet d'avoir la stéréotypie, mais d'une manière beaucoup plus discrète, si jamais vous avez besoin d'être devant un client. Mais c'est seulement s'il est d'accord, évidemment, et si ça lui permet vraiment de gérer ses stéréotypies. Il y a un autre endroit où vous pouvez trouver des jouets super sympas qui ne sont pas forcément des fidget cubes, parce qu'on a chacun nos préférences au niveau des stimuli, c'est Hoptoy. Donc c'est peut-être pour les gamins, mais il y a énormément de petits jouets vachement sympas, des bracelets, des trucs qui peuvent permettre d'avoir ces gestions de stimuli de manière cool. Petite stéréotypie, là c'est pas forcément une astuce, c'est plus un secret, c'est l'écolalie. Alors l'écolalie, à la base, c'est le fait de répéter des sons, des bruits, des phrases, des mots. Il y a certains autistes qui adorent essayer de reproduire le bruit, par exemple, de la porte qui grince parce qu'ils trouvent ce son fun. Et ça peut se faire aussi avec des phrases complètes et c'est utilisé comme une astuce pour s'inclure dans le monde. On a un langage différent selon le contexte, avec des codes sociaux qui peuvent être très difficiles à comprendre, des logiques qui sont un petit peu difficiles à cerner. Donc il faut plus de temps pour la personne pour comprendre. Quand vous lui posez une question, eh ben, elle doit entendre la question, la traduire dans son langage interne, réfléchir à la question, réfléchir à la réponse, la traduire en un langage que vous comprendrez et ensuite la verbaliser. Et ça peut être assez long. Donc pour pouvoir fluidifier le langage, la personne va peut-être avoir tendance à répéter votre question pour se donner le temps de réfléchir pendant le temps de la question. C'est une écolalie qui fonctionne aussi en mode économie d'énergie.
Par exemple, au téléphone ou quand on est en train de partir du lieu de travail, elle va dire au revoir avec les mêmes mots que vous, sur le même ton que vous. C'est pour ne pas réfléchir à une formulation et avoir un champ lexical similaire au vôtre. Et ça permet, si jamais vous êtes mal poli avec elle, elle sera mal polie avec vous puisqu'elle utilise l'écolalie. Donc, si jamais vous la trouvez impolie, c'est peut-être de votre faute. Item suivant, la gestion de l'implicite. J'aime beaucoup cette image. Vous voyez une personne autiste à qui on demande de couper des carottes, et elle coupe des carottes. Beaucoup de carottes. On lui a pas dit quand s'arrêter. Donc l'une des caractéristiques communes à l'autisme, c'est beaucoup de soucis de gestion de l'implicite. Je vais vous donner un exemple. Hein? Oui. Par exemple, vous avez un enfant et le parent qui rentre dans sa chambre et qui est comme ça, et c'est le bordel ici, et qui s'en va. Est-ce que vous comprenez tous et toutes? Oui. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, le parent voulait que l'enfant range sa chambre. Il y a des gens il y a une personne qui n'a pas compris pourquoi elle a été punie plusieurs fois de suite pour la même raison. Il a fallu plusieurs années pour lui expliquer. Un autre exemple, il a plu dehors, l'enfant a joué dans la boue, dans le jardin, tout ça, et le parent lui dit avant de rentrer dans la maison, essuie-toi les pieds. Donc, avec la serpillière. Donc la personne, enfin l'enfant, s'arrête au seuil de la porte, prend la serpillière, essuie le dessus de ses chaussures, repose la serpillière et va foutre de la boue partout dans la maison. Donc là, on est sur une instruction qui n'est pas très précise. Il faudrait dire à l'enfant, essuie-toi le dessous des chaussures avant d'entrer. Et plus important encore, lui expliquer pourquoi. Pour ne pas mettre de la boue partout dans la maison. Parce que du coup, si jamais elle n'a pas bien compris votre instruction, au moins elle sait que c'est pour ne pas mettre de la boue et elle va essayer de ne pas le faire. Un autre exemple peut-être plus d'actualité d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux me passer le sel? Oui, je peux. Mais vous ne m'avez pas demandé de le faire. Et ça implique quelque chose de très important pour moi, c'est le droit à l'erreur. Parce que si vous donnez une instruction à une personne autiste, et qu'elle ne le fait pas, c'est peut-être parce que vous ne lui avez pas vraiment demandé. Donc il faut essayer d'être le plus explicite possible dans sa communication, parfois d'écrire peut-être les instructions aussi pour qu'elle puisse les relire et s'assurer d'avoir bien compris. Et quand les instructions ne sont pas suffisamment claires, on les réédite et il n'y a pas de souci. Il faut bien lui expliquer aussi son rôle, son champ d'intervention, ce qu'elle a le droit de faire et ce qui est attendu d'elle. Et évidemment, quand elle va être un petit peu plus à l'aise, vous allez attendre un petit peu plus de choses d'elle, on est d'accord? Donc il faut remettre à jour ce qui est attendu. Il faut lui dire, aujourd'hui, maintenant que tu es à l'aise, on attend à ce que tu puisses pousser en prod, par exemple. Et bref, essayez d'être le plus explicite possible. Une petite note sur l'implicite positif. Dans la communication par le langage non verbal, ou par les micro-expressions, ou par les différentes demandes que vous allez faire, vous avez des intentions. Et vous vous en rendez pas forcément compte. Par exemple, vous avez des invitations qui dégagent beaucoup d'implicite, comme « je t'invite à faire une pause café ». Et vous êtes en train de dire à la personne « j'ai envie de passer un moment informel avec toi ». Je t'invite à prendre une bière en dehors du travail, je t'apprécie, j'ai envie de nouer une relation hors travail avec toi. Je t'envoie un SMS pour savoir comment tu vas, je m'intéresse à toi et je veux maintenir une relation. C'est des avances amicales qui ne sont pas toujours comprises par les personnes autistes ou neuroatypiques. Et vous avez peut-être laissé tomber une super relation en ne comprenant pas qu'il ne vous a pas envoyé bouler. Et inversement aussi, l'autiste ne sait pas forcément faire ses avances amicales. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle ne s'intéresse pas à vous, c'est juste qu'elle ne sait pas faire. Et soit elle ne va pas communiquer verbalement ou implicitement, soit elle va trop le faire, et peut-être que vous allez avoir en face de vous des personnes qui vous semblent un petit peu étouffantes. Il ne faut pas hésiter à les rassurer en mode on est bien, t'inquiète pas. Bref, pour se sentir intégré, il faut intégrer explicitement la personne.
faut verbaliser, faut expliciter le pourquoi vous invitez la personne. Je t'invite parce que, on insère la raison explicite, parce que je t'apprécie, parce que j'ai envie de te connaître, parce que je te considère comme un pote, parce que j'ai envie de savoir comment on peut communiquer pour travailler ensemble, parce que je veux passer du temps avec toi. Verbalisez aussi l'état des moments informels. Dites-lui quand vous vous faites chier, mais dites-lui aussi quand c'est positif. Genre, j'ai passé un super moment. Ou encore, j'ai passé un super moment, il faudrait qu'on se refasse ça, et peut-être donner une notion de date. Autre truc très important, la gestion de précision et de cadre. On lui donne un plan. Je vais vous donner un exemple de préparation qu'une personne autiste peut faire pour aller à son premier entretien d'embauche. Elle va prendre Google Maps, elle va regarder l'itinéraire, elle va prendre en photo l'itinéraire, elle va aller sur Google Street, elle va faire tout l'itinéraire sur Google Street, noter sur un post-it les endroits importants à noter, prendre en photo le post-it, parce qu'on pourrait perdre le post-it, mais prendre le post-it parce qu'il pourrait plus y avoir de batterie. Et elle va faire ça peut-être avec un itinéraire B, avec un itinéraire C, et c'est un besoin de préparation qui lui permet d'avoir toute la data disponible pour pouvoir gérer le moindre imprévu, et arriver à l'entretien, et elle va se retrouver devant le bâtiment avec 1 million de portes, avec 1 million de couloirs, avec 1 million de trucs, et il faut qu'elle gère l'imprévu de « merde, c'est où ?» Donc c'est... Pour pouvoir gérer les imprévus, donnez-lui le maximum d'informations explicites possibles sur un premier entretien. Dites-lui où est-ce que c'est, dites-lui à quelle porte, éventuellement dites-lui vous m'envoyez un SMS au moment où vous arrivez, je vous attendrai devant la porte, je serai la personne avec un chignon et des lunettes, ou vous pouvez aussi donner une photo de la porte, donner un plan, quoi. Et ou lui expliquer exactement dans quel couloir elle va passer, à quel endroit, pour qu'elle ne stresse pas trop. Et ces différentes datas, c'est des choses qui vont lui servir de routine après. Elle va prendre ce même chemin tous les jours, dans la même circonstance, parce que c'est comme ça qu'il n'y a pas d'imprévu. Et si jamais il y a un problème sur la route un jour, une déviation par exemple, ça peut lui foutre sa journée en l'air, surtout si elle a oublié l'itinéraire B et C, parce qu'elle avait toujours l'habitude d'être sur le A, il n'y avait pas de problème. C'est hyper énergivore, les imprévus. Donc, elle va, ce qu'il faut prévoir dans ce genre de choses-là, c'est quand vous avez différents événements qui peuvent arriver et qui essayez le plus possible de la prévenir en avance et d'avoir le moins possible d'imprévus de dernière minute, de changement de plan, machin. Et donc, pour limiter l'impact, quand on arrive, on lui dit aussi à qui elle doit s'adresser, la localisation exacte, comme je vous disais, les différents processus dans l'équipe, quels vont être les rituels, quels vont être les processus de travail. Et bien sûr, on s'y tient. Si jamais vous lui dites que le processus pour livrer un produit, c'est en cours, revue, validation, test, et on pousse sur la branche principale, lui dites pas du jour au lendemain, non mais il faut que tu pousses tout de suite en urgence sur la prod, parce que la prod est en feu. Ou soit vous lui dites pas ça, soit vous lui dites ça, mais vous lui dites c'est exceptionnel, c'est vraiment que pour cette fois-là, et après tu reprends le processus normal. Et évitez aussi les instructions contradictoires. S'il y a des instructions contradictoires, dites-lui laquelle il doit s'appliquer tout le temps et laquelle ne doit s'appliquer qu'une seule fois. Avec le temps, la personne va réussir à mieux gérer les imprévus quand elle aura toute la data de comment fonctionne l'entreprise, les équipes, les différentes manières de travailler. Mais il faut vraiment lui laisser le temps d'engranger toutes ces données-là, et quand elle aura appris à bien tout gérer, elle pourra être tout aussi efficace que quelqu'un d'autre. Mais c'est juste qu'il faut vraiment lui laisser du temps. On va parler un petit peu de la surstimulation. Le cerveau, c'est un outil qui est super. Genre là, vous entendez, il y a une espèce de ventilateur, il y a la lumière, il y a un truc qui clignote dans le fond qui m'agace, il y a la personne qui ronfle à côté de vous et qui parce qu'elle se fait chier, une autre personne qui est en train de remuer sa chaise et que ça fait bouger le sol. C'est plein de stimuli que votre cerveau reçoit. Et vous avez une boîte
qui sert à trier ces choses-là et à interpréter ces différentes informations. Et devant cette boîte, vous avez un videur qui va dire « ça, c'est pas important, ça, c'est important ». Ça va dépendre aussi de votre volonté, de ce que vous avez envie d'entendre en premier. Et donc, par exemple, là, ma voix, vous l'entendez peut-être un petit peu plus fort que le bruit de ce truc-là, alors qu'il est quand même plutôt fort. Chez une personne autiste, la boîte, elle est plus petite et le videur, il est bourré. Donc, il laisse passer plus de choses. C'est overcrowd as fuck, et il y a beaucoup de stimulations non importantes qui passent, et donc tout est au même rythme, tout est de la même intensité. Vous allez vous retrouver dans un bar, il y a des gens qui réussissent à avoir une conversation avec des personnes, et d'autres qui doivent lire sur les lèvres parce qu'on n'entend que dalle, parce qu'il y a du bruit partout et qu'on n'arrive pas à filtrer la conversation précisément. Quand il y a trop de stimulation, il peut aussi y avoir une fin du filtre, et du coup, on peut arriver justement à une surstimulation et à ne plus comprendre les différentes informations qui peuvent arriver. Une personne qui est surstimulée et qui est hypersensible au toucher, par exemple, peut ne pas sentir qu'elle s'est fait mal, parce que l'information n'est plus traduite par le cerveau. Après, le videur, même bourré, il a besoin d'énergie pour fonctionner. Donc justement, au bout d'un moment, quand il y a trop de stimulation, au bout d'un moment, il peut s'éteindre totalement. Il y a la fin du filtre, mais il n'y a aussi plus aucune protection. Donc on doit gérer les stimulations sans aucune protection, et tout peut devenir agressif pour la personne, voire douloureux. Le fait d'être interrompu, de recevoir des informations contradictoires, d'avoir une chaise bousculée, d'avoir des vibrations dans la table, ça peut provoquer une irritation extrême pour la personne. C'est un moment qu'on appelle le shutdown, où la personne va en réaction, probablement s'enfermer. Vous allez peut-être avoir en face de vous une personne qui est mutique, qui fait une crise de mutisme, ou qui va avoir des réponses un petit peu plus directes, qui va arrêter de filtrer la manière dont elle vous parle, qui va plus être capable de camoufler ces différentes difficultés, qui va avoir une irritabilité extrême. Il peut aussi y avoir des personnes qui vont être totalement tétanisées, paralysées, et plus avoir l'énergie de prendre la moindre décision. Vous lui demandez si elle veut un café, un chocolat, elle part en crise. C'est une sorte de mise en veille sans vraiment de défense, et c'est un moment où vous pouvez demander à la personne ce dont elle a besoin pour se calmer, mais il faut la laisser se reposer, soit en l'éloignant des différents stimuli qui l'ont mis dans cet état. Si jamais il y a Jean-Michel qui est dans sa visio en plein open space et qui est en train de gueuler comme un malade parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé en prod, peut-être demander à Jean-Michel d'aller partir dans un box insonorisé, ou proposer à la personne autiste de s'éloigner, d'aller dans un autre endroit pour ne plus supporter Jean-Michel. Désolé les Jean-Michel s'il y en a dans la salle. Laissez la personne faire ce dont elle a besoin pour se calmer. Ça peut être aller dormir, ça peut être aller pleurer, ça peut être s'enfermer dans les toilettes. Enfin, si ça peut être ailleurs que dans les toilettes, genre avoir une salle exprès pour ça, ça peut être cool aussi. Ne pas trop poser de questions, ne pas l'obliger à répondre à des questions, ne surtout pas la toucher et ne pas la secouer, sauf si elle le demande. Ou si elle vous a dit que dans ce genre d'état, il faut la traiter d'une certaine manière, ça peut être prévu en amont. Voilà. Donc réduire les stimuli, les lumières, les bruits, les présences indésirables, la pression. Vous pouvez déléguer aussi une partie de ces tâches le temps que ça aille mieux, ou lui proposer de rentrer chez elle, et puis comme ça, elle sera plus efficace le lendemain. On a une étape d'après du shutdown. Et là, c'est une étape où vous ne pouvez pas faire grand-chose, c'est le meltdown. Là où le shutdown, c'est une forme d'implosion, le meltdown, c'est une explosion. Vous allez avoir en face de vous une personne qui va exprimer de la colère pure et qui peut parfois même jeter des objets, se balancer très violemment d'avant en arrière au point de se cogner, par exemple, la tête, se faire du mal. Et à ce moment-là, en fait, elle n'est plus en capacité de vous comprendre. Elle n'est plus en capacité de se comprendre elle-même, elle est juste
c'est les stéréotypies fois 1000. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire grand-chose, n'intervenez pas, sauf si éventuellement elle est en train de se faire du mal et qu'il y a besoin de la maîtriser. Mais appelez quelqu'un qui est formé à la sécurité, santé et sécurité au travail, et peut-être soit attendre que la personne se calme, soit appeler les pompiers et bien expliquer les caractéristiques de la personne, parce que sinon elle peut être un petit peu maltraitée par les pompiers. Ça peut arriver. Et voilà. Donc, tant qu'elle ne sera pas calme, vous ne pourrez pas communiquer avec elle, vous ne pourrez pas lui demander ce dont elle a besoin. Voilà. Donc, en résumé de tout ce qu'on vient de voir, on bannit l'implicite au maximum, on explicite, on verbalise, on communique, on prend en compte les besoins des personnes, on pose des cadres clairs, on met explicitement ce cadre à jour quand il évolue, on accepte les difficultés parce qu'elles font partie d'elle. Et c'est pas qu'elle fait pas d'efforts, c'est qu'elle est comme ça. Et il y a des jours où elle sent, où elle peut pas faire autant d'efforts que les jours avec. Il faut l'accepter et demander les différents besoins, appliquer ce qu'elle vous demande. Quelques petites sources pour aller plus loin, si jamais vous voulez. Julie Daché, c'est une personne qui fait un travail super sur l'autisme. Elle avait écrit le bouquin La différence invisible, enfin c'est une BD qui est super pour expliquer aux personnes qui ne s'y connaissent pas trop en autisme, pour montrer ce que c'est l'autisme. Elle a aussi fait une vidéo sur la théorie des cuillères. Je ne vous en ai pas parlé de la gestion d'énergie, mais c'est super intéressant pour comprendre comment ça fonctionne. Un autre bouquin qui s'appelle Dans ta bulle. J'ai pas mis la slide à jour, mais elle fait aussi une formation qui s'appelle L'autisme autrement, et elle a écrit un super bouquin. Je vous conseille d'aller le voir si vous voulez débuter. Les différentes BD que vous avez vues, c'est Lily Spectrum. Avant, elle s'appelait Aspie Girl, et c'était de la période Aspie Girl. La chaîne d'Anne-Charlotte, si vous cherchez Anne-Charlotte sur YouTube et autisme, vous devriez trouver ces vidéos, et c'est aussi des vidéos introductives sur l'autisme. Après, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est comprendre les règles tacites des relations sociales de Temple Grandin et Sean Baron. C'est un super bouquin parce qu'il s'adresse vraiment à tout le monde. On peut comprendre autant pourquoi une personne autiste ne comprend pas le langage entre guillemets normal, et quels sont les différents codes sociaux et comment ils fonctionnent. Et du coup, ça s'adresse aussi aux personnes autistes. Donc c'est vraiment un super bouquin si jamais vous avez besoin de mieux comprendre les différentes interactions que vous devez avoir. Et évidemment, le syndrome d'Asperger de Tony Attwood. Je ne sais pas s'il a renommé son bouquin depuis dans les prochaines éditions, mais c'est la Bible sur le sujet. Il y a vraiment toutes les caractéristiques, comment les traiter, que ce soit pour les enfants ou pour les ados et les adultes. Et là, c'est vraiment, si vous voulez aller un petit peu plus sur la partie scientifique du truc. Et il remet à jour son édition régulièrement. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie. J'ai un petit peu dépassé, je suis désolée. Je pense qu'on ne va pas avoir le temps pour les questions, mais je vais rester sur toute la journée sur l'événement. Donc si jamais vous en avez, vous pouvez venir me voir, je ne mange pas.